Il y a 5 jours, le matin du Black Friday, je me suis réveillée à 6 heures pile avec la gorge qui se fermait comme si quelqu'un m'étranglait de l'intérieur. Je suis allée en trébuchant jusqu'à la cuisine de notre maison de banlieue, mes poumons hurlant déjà à l'agonie, et il était là, mon frère de 17 ans, Lucas, debout au milieu du carrelage, tenant chacun de mes 6 inhalateurs de secours dans ses mains. Il m'a regardé droit dans les yeux, a incliné les flacons pour que je puisse entendre le liquide s'agiter à l'intérieur et a dit avec le sourire le plus froid du monde, « Ça commence à serrer dans la poitrine, hein, l'a raté ? Si je ne peux pas avoir d'asthme, alors toi non plus, je l'ai supplié mais ma voix n'était qu'un sifflement, il a juste ri et a dit, « Tu commences déjà à devenir bleu, combien de temps avant que tu tombes dans les pommes cette fois ?» Je ne pouvais pas répondre. C'était il y a 5 jours, et ce matin, il tremblait au tribunal pendant que le juge lisait les chefs d'accusation à haute voix. « Salut, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans, je souffre d'asthme sévère depuis que je suis gamine, Lucas a 4 ans de moins que moi et ce matin-là, il a décidé que ma prochaine respiration dépendait de lui. Si vous avez la chair de poule en ce moment et que vous voulez savoir comment on est passé de mon propre frère essayant de me regarder étouffé à lui pleurant me noter, explosez le bouton j'aime et abonnez-vous parce que cette histoire ne fait que devenir plus sombre à partir d'ici. La première fois que j'ai failli y passer, j'avais 9 ans, c'était un mardi normal à mon école primaire, la récré venait de commencer, la canicule frappait déjà fort avec 35 degrés et un gamin a tiré dans un ballon de foot droit dans un nuage de poussière. Une seule inspiration de cet air sec et rempli de pollen et ma poitrine s'est bloquée comme un étau. Je me souviens être tombée à genoux sur le bitume, griffant ma gorge pendant que tout devenait flou, les profs ont crié, quelqu'un m'a porté jusqu'à l'infirmerie et la chose suivante dont je me souviens, c'est d'être à l'arrière du camion des pompiers avec un masque à oxygène attaché sur le visage. C'est ce jour-là que les médecins ont dit à mes parents que j'avais un asthme persistant sévère, le genre qui peut devenir mortel très vite si je n'ai pas de ventoline à portée de main à tout moment. Après ça, tout a changé, maman et papa se sont transformés en garde du corps à temps plein. Ils ont acheté un petit coffre sécurisé pour le plan de travail de la cuisine qui contenait 4 inhalateurs en permanence, un autre vivait dans mon sac à dos, un dans la voiture, un scotché sous mon bureau à l'école, ils vérifiaient le taux de pollution chaque matin comme si c'était la météo. Maman a arrêté ses gardes de week-end à l'hôpital pour pouvoir m'emmener au rendez-vous avec le docteur Dubois, mon pneumologue. Papa a installé des purificateurs d'air dans chaque pièce, je suis devenue le centre de leur univers parce que s'ils ne me maintenaient pas en vie, rien d'autre ne comptait. Lucas avait 5 ans quand tout ça a commencé, au début, il ne faisait que regarder, ses grands yeux bruns me suivaient partout pendant que maman comptait les bouffées ou que papa rentrait tôt du travail pour venir me chercher à l'école les jours de pic d'ozone, puis les petites choses ont commencé. Un matin, l'inhalateur de mon sac à dos avait disparu, on a retourné la maison et on l'a finalement trouvé enterré sous les coussins du canapé, le capuchon enlevé, le médicament gaspillé. Lucas a haussé les épaules et a dit qu'il jouait à cache-cache avec mon jouet, maman a ri, il n'avait que 5 ans. Quand il a eu 7 ans, ce n'était plus drôle, les nuits d'hiver peuvent descendre en dessous de 0 et c'est assez froid pour me déclencher une crise violente, je me réveillais en sifflant parce que toutes les fenêtres du couloir étaient entr'ouvertes et Lucas était là, debout dans son pyjama, souriant comme si c'était la meilleure blague de tous les temps, c'est étouffant ici, disait-il. Maman le grondait doucement et fermait les fenêtres, mais le mal était fait, je passais la moitié de la nuit à trembler et à tirer sur mon nébuliseur pendant qu'il dormait comme un ange. Quand il a eu 10 ans, il est devenu plus audacieux, il a compris que les ventilateurs de plafond à fond dispersaient le médicament juste après que j'ai pris une bouffée. Je m'asseyais sur le canapé du salon pour essayer de reprendre mon souffle après une crise légère et soudain le ventilateur rugissait au-dessus de ma tête, je levai les yeux et il était là dans l'escalier, le doigt sur l'interrupteur, regardant combien de temps il me fallait pour recommencer à tousser. Maman l'a surpris une fois et l'a privé de sortie pendant une semaine, c'était tout. Il a appris exactement où je gardais mes réserves, sous l'évier de la salle de bain, sur l'étagère supérieure de mon placard, dans la poche zippée de mon sac de sport, ils ont commencé à disparaître, je rentrais de l'école et je devais retourner ma chambre alors que ma poitrine se serrait, priant pour en trouver un avant que ça ne se transforme en attaque massive. Parfois je trouvais, parfois je devais appeler papa au travail et l'écouter paniquer au téléphone pendant qu'il fonçait à la maison. Lucas avait toujours le même visage innocent, j'ai rien touché, la réponse de maman et papa ne changeait jamais, Lucas est petit, il ne comprend pas à quel point c'est grave, tu es la grande sœur Camille, tu dois être patiente.
Alors j'ai appris à cacher mes propres inhalateurs dans de nouveaux endroits chaque semaine, j'ai commencé à vérifier 3 fois les serrures de la boîte à médicaments, j'ai arrêté de leur dire quand un autre disparaissait parce que je savais ce qu'ils diraient, j'avais 12, 13, 14 ans et chaque année les jeux devenaient plus risqués, mais c'était moi qui devais être la plus mature. À 15 ans, je ne faisais plus confiance à mon propre frère dans la même maison que mes médicaments, je faisais semblant de dormir jusqu'à ce que j'entende la porte de sa chambre se fermer, puis je descendais discrètement pour compter les inhalateurs dans le coffre, certaines nuits, il en manquait un, certaines nuits, le coffre était déverrouillé, je n'ai jamais dit à maman et papa à quel point j'avais peur parce que je savais qu'il le choisirait lui à chaque fois, j'étais devenue très douée pour me protéger, mais je n'aurais jamais pensé devoir me protéger de ma famille. Il y a 2 ans, tout a basculé et ça a commencé la semaine où Lucas a eu 15 ans, on faisait une petite fête de famille dans le jardin, maman venait d'apporter le gâteau quand Lucas s'est soudainement agrippé la gorge, les yeux exorbités, et a poussé le sifflement le plus terrifiant que j'ai jamais entendu, il est tombé à genoux sur la terrasse, griffant son cou, le visage devenant violet en quelques secondes. Papa a hurlé pour que quelqu'un attrape un inhalateur pendant que maman criait son nom, les invités se sont figés, je suis restée là à regarder, sachant exactement à quoi ressemblait une vraie crise, et quelque chose semblait faux, mais personne ne m'a écouté. Les pompiers sont venus, ils l'ont emmené aux urgences, 2 heures plus tard, il est rentré avec un tout nouveau diagnostic, asthme sévère, le même que le mien, à partir de cette nuit-là, Lucas est devenu le patient vedette. Il a appris à faire le bruit de sifflement exactement comme il faut, comment chronométrer les faux effondrements quand il y avait le plus de monde autour, en 6 mois, il a fait 5 voyages aux urgences, chaque fois, il revenait avec de nouvelles restrictions des médecins qu'il avait apparemment convaincus. Pas d'odeur forte dans la maison, pas d'animaux en visite, tous les purificateurs d'air pointaient maintenant vers sa chambre. Il a exigé son propre nébuliseur et un coffre verrouillé pour ses médocs, exactement comme le mien avant, maman a transformé la chambre d'amis en sa zone de récupération personnelle, avec un filtre à air de qualité hospitalière qui a coûté 2 mois de salaire à papa. Maman a quitté son emploi d'infirmière à temps partiel le jour où Lucas a eu sa 3e crise à l'école, elle a dit qu'elle ne pouvait pas risquer d'être loin s'il avait besoin d'elle, elle a commencé à porter son inhalateur de secours dans son sac à main de la même façon qu'elle portait le mien autrefois, elle allait le voir toutes les heures la nuit, écoutant à sa porte pour des sifflements qui n'arrivaient jamais vraiment quand personne ne regardait. Papa a installé un 2e frigo dans le garage juste pour les médicaments de Lucas et sa nourriture spéciale, il a arrêté de me demander comment s'étaient passés mes rendez-vous, quand j'ai eu une vraie crise après l'entraînement de hand, il m'a dit de serrer les dents parce que Lucas avait un mot du médecin disant que le stress aggravait son asthme, mes propres crises ont commencé à être traitées comme des désagréments. J'ai regardé toute la maison se réorganiser autour de la comédie de mon petit frère et j'étais la seule à voir les failles, je l'ai surpris une fois dans le miroir de la salle de bain en train de s'entraîner à obtenir la nuance exacte de bleu sur ses lèvres en retenant sa respiration, une autre fois j'ai trouvé un inhalateur vide dans sa poubelle, le capuchon encore dessus, jamais utilisé, quand j'ai demandé pourquoi il avait besoin de 6 recharges en 1 mois, il a juste souri et a dit « Je suppose que le mien est pire que le tien maintenant ?» Une seule personne m'a cru quand j'ai dit que quelque chose clochait, Sarah, ma meilleure amie depuis la 5e, elle m'avait vu traverser de vraies attaques, le genre où je finissais à l'hôpital sous respirateur, elle a commencé à venir dormir plus souvent, surveillant Lucas comme un faucon, on s'asseyait dans ma chambre en chuchotant pendant qu'il toussait faussement assez fort pour que maman accourt. Sarah a remarqué qu'il n'avait des symptômes que lorsque quelqu'un d'important était là, comment il pouvait courir des tours de terrain en EPS les jours où le coach regardait mais s'effondrait à la seconde où maman arrivait pour le récupérer. J'ai essayé de parler à maman, je lui ai montré les inhalateurs inutilisés, le timing parfait de chaque épisode, elle m'a regardé comme si j'étais la pire sœur sur terre. Camille, ton frère est malade, arrête d'essayer de ramener tout à toi, papa l'a soutenu, tu as eu ton tour d'être le centre de l'attention, laisse Lucas avoir le sien. Alors je me suis tue, j'ai commencé à garder mes propres médocs cachés dans la voiture de Sarah juste par sécurité, je souriais quand Lucas obtenait de nouvelles restrictions qui rendaient ma vie plus difficile, j'avalais ma rage chaque fois que maman oubliait mon ordonnance parce qu'elle était trop occupée à courir à la pharmacie pour lui. Lucas avait pris tout ce qui m'appartenait, l'inquiétude de mes parents, le traitement spécial, la protection constante, et il l'avait fait avec rien d'autre qu'un jeu d'acteur parfait et un sourire, et pendant presque 2 ans, il s'en est tiré.
Le grand repas de famille de novembre dernier a été la première fois que le masque est tombé devant tout le monde. On avait 23 personnes entassées autour de tables pliantes qui s'étendaient de la salle à manger au salon, rôtis, gratins, le chaos total des grandes familles. Sarah passait la nuit parce que ses parents étaient en voyage et elle était déjà sur les nerfs, surveillant Lucas comme s'il était une bombe sur le point d'exploser. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillée pour faire pipi et j'ai remarqué que Sarah n'était pas dans le lit d'appoint à côté du mien. 10 minutes plus tard, elle s'est glissée de nouveau dans la chambre, le téléphone serré contre sa poitrine, les yeux écarquillés. « Faut que tu vois ça », a-t-elle chuchoté en appuyant sur lecture. La lumière du garage était allumée, Lucas était assis sur une vieille chaise de jardin, les pieds sur une glacière, tirant sur une cigarette électronique vert néon comme si c'était la chose la plus normale du monde. Des nuages épais, pas de tout, pas de sifflement, juste lui riant de quelque chose sur son téléphone. 27 secondes de preuve pure, Sarah avait tout enregistré depuis la porte de service. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes mains tremblent. Demain, j'ai dit, on finit ça demain. Le matin est arrivé, la maison sentait le café et la brioche, tout le monde se passait des assiettes, débattait sur le foot, les enfants couraient partout. Lucas a attendu que les tables soient pleines, que chaque tante et cousin ait une assiette dans les mains, puis il s'est levé, a agrippé sa poitrine et a donné la performance de sa vie. Il a halté, a titubé sur le côté, a renversé une chaise, son visage est devenu rouge puis violet, il est tombé sur un genou, faisant ce bruit étranglé horrible qu'il avait perfectionné. Maman a crié et s'est jetée sur son inhalateur de secours, la moitié de la table s'est levée d'un bond, quelqu'un a crié d'appeler le 15. Sarah s'est levée calmement, a marché jusqu'à la télé du salon et a casté son téléphone. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe, à l'exception du sifflement de la vapoteuse de Lucas remplissant l'écran de 65 pouces. On pouvait voir le nuage parfumé à la cerise flotter autour de sa tête pendant qu'il scrollait sur TikTok, 27 secondes qui ont semblé durer 27 ans. Lucas s'est figé en plein acte, la bouche ouverte, la main agrippant toujours faussement sa gorge. Notre voisin, Gérard, tout le monde l'appelle Gégé, se trouvait être là ce matin-là pour déposer une tarte que sa femme avait faite. Gérard est un pompier retraité, il porte toujours un oxymètre de pouce sur son porte-clés par habitude. Avant que quiconque puisse parler, il était déjà agenouillé près de Lucas, glissant la pince sur son doigt. 99%, Gérard a levé les yeux, la voix plate. L'oxygène du gamin est parfait, il est en meilleure santé que moi. On aurait pu entendre une mouche voler, le visage de papa a pris la couleur de la sauce tomate, il s'est levé si vite que sa chaise est tombée à la renverse. Pour la première fois de ma vie, je l'ai entendu hausser le ton sur Lucas dans le salon. Maintenant le reste d'entre nous suivait comme si on était dans un cortège funéraire. Maman pleurait avant même que papa ne commence à parler, il a obligé Lucas à rejouer la vidéo sur grand écran, l'a obligé à s'asseoir là et à regarder son propre mensonge en 4K pendant que 23 proches le fixaient, puis papa a tranché. Tu as 30 jours pour faire tes valises et trouver un autre endroit où vivre, c'est fini de profiter de la peur de cette famille, c'est fini de faire semblant d'être malade, et c'est certainement fini de faire passer ta sœur au second plan. Lucas a d'abord essayé les larmes, quand ça n'a pas marché, il a essayé de crier qu'on était tous jaloux de lui, quand personne n'a marché, il est devenu glacial, il m'a regardé droit dans les yeux, puis maman, puis papa, et a dit la seule phrase que je n'oublierai jamais. Vous allez tous vous souvenir de ce repas de famille chaque jour pour le reste de votre vie. Il a attrapé ses clés, est sorti par la porte d'entrée et l'a claqué si fort que la couronne de fleurs est tombée, on ne l'a pas vu pendant des semaines après ça. Vendredi noir, 6 heures du matin, et je me suis réveillée en m'étouffant avec rien. Mes yeux se sont ouverts brusquement dans le noir, la poigne de fer familière était déjà serrée autour de ma poitrine, serrant plus fort à chaque battement de cœur. J'ai tapé ma main sur la table de nuit, vide. Le petit inhalateur orange qui est censé être là chaque nuit avait disparu, j'ai arraché le tiroir, déversé son contenu sur le lit, rien. Mes poumons commençaient à hurler, j'ai balancé mes jambes sur le côté, pieds nus frappant le parquet froid, et j'ai titubé dans le couloir, m'agrippant au mur pour l'équilibre. J'ai descendu les escaliers 4 à 4, chaque pas secouant mes côtes, la lumière de la cuisine était déjà allumée. Le coffre sécurisé boulonné au comptoir était grand ouvert comme une bouche béante, le couvercle pendant par une charnière, vide. J'ai tiré la porte du frigo si fort que les bouteilles ont tremblé, la boîte de réserve au frais, disparue. J'ai fouillé les étagères du garde-manger, le tiroir fourre-tout, le coffre à clé dans le bureau de maman, chaque cachette que j'avais passée l'année dernière à perfectionner avait été vidée.
c'est là que le sifflement a commencé pour de bon, aigu, net, inarrêtable. Je me suis retournée, la poitrine se soulevant, et il était là. Lucas se tenait dans l'encadrement de la porte entre la cuisine et le garage, capuche sur la tête, main derrière le dos, un sac plastique transparent pendait à ses doigts, lourd. À travers le plastique, je pouvais voir les fonds argentés inratables de 6 inhalateurs de secours alignés comme des balles. Il était revenu au milieu de la nuit, avait crocheté toutes les serrures de la maison et pris les seules choses qui me gardent de ce côté-ci de la terre. Il a soulevé le sac lentement et l'a secoué nonchalamment pour que les cartouches s'entrechoquent. « Salut Camille, bien dormi ?» Mes genoux ont lâché, j'ai attrapé le bord de l'îlot central pour rester debout, la première vraie contraction a frappé, mes voies respiratoires se sont fermées à moitié, je pouvais réellement entendre le sifflement à chaque respiration. Lucas s'est sorti comme un coassement, ranlé. Il est entré complètement dans la lumière, a tiré sur le cordon du sac et l'a enroulé autour de son poignet comme un trophée. Ranlé, il a ri une fois, court et amer. Après tout, 17 ans où tu étais la seule qui comptait parce que tu ne pouvais pas respirer, hein? 17 ans où j'étais invisible, maintenant tu vas sentir ce que c'est pour de vrai. Un autre sifflement s'est arraché de moi, ma vision s'est rétrécie, j'ai glissé le long du meuble jusqu'à être assise sur le carrelage, les jambes écartées, essayant d'aspirer de l'air qui ne venait pas. Il a avancé lentement, ses bottes résonnant. Tu veux savoir à quel point c'était facile? Le double des clés sous le faux rocher, le même code sur le coffre depuis tes 12 ans, tu es devenue paresseuse Camille, tu pensais que j'étais partie pour de bon. Il s'est arrêté à 2 mètres et s'est accroupi pour qu'on soit à la même hauteur. J'ai pris chacun d'entre eux, chambre, coffre, frigo, salle de bain, placard, même celui que tu as caché dans la boîte à gants de Sarah le mois dernier, 6 inhalateurs, c'est tout ce qui se dressait entre toi et ce moment. Mes lèvres picotaient fort maintenant, devenant engourdies, je pouvais sentir le bleu s'installer. S'il te plaît, j'ai râlé, c'était à peine un murmure. Lucas a incliné la tête, m'étudiant comme si j'étais un projet de science. S'il te plaît, c'est ça? Pas d'excuses? Pas de « je sais, je suis désolé, j'ai volé la vie entière de nos parents ». Il s'est relevé, a balancé le sac une fois comme un pendule. Je pourrais passer la porte maintenant et laisser la nature suivre son cours, ou, il a fouillé dans sa poche et a sorti le petit marteau arrache-clous qu'il m'avait déjà montré. Il savait exactement où papa le gardait. Je pourrais m'assurer que personne ne trouve jamais une seule dose. Mon cœur frappait contre mes côtes si fort que je pensais qu'il allait les briser. Un autre spasme a frappé, je me suis pliée en deux, le front frappant le carrelage, sifflant si fort que ça remplissait toute la cuisine. Lucas m'a enjambé, a posé le sac sur l'îlot et a aligné les 6 cartouches argentées en une rangée parfaite sous les lumières suspendues. L'horloge tourne, grande sœur, a-t-il dit doucement, combien de temps avant que tu tombes dans les pommes? 8 minutes? 10. On va voir, il a levé le marteau, à toi de jouer. Il n'a pas attendu que je réponde, Lucas m'a tourné le dos une seconde, a pris le petit marteau rouge que papa utilisait toujours pour accrocher les photos de famille, il a posé les 6 inhalateurs en une ligne droite parfaite sur le granit froid, les espaçant d'exactement 5 cm, comme s'il avait répété ça 1000 fois dans sa tête, puis il a baissé les yeux sur moi, toujours à genoux, sifflant si fort que tout mon corps tremblait à chaque tentative inutile d'aspirer de l'air. 6 inhalateurs, a-t-il dit doucement, 6 chances que tu avais, voyons combien tu en mérites vraiment. Il a levé le marteau. Le premier coup est tombé vite et net, crac. Le boîtier en plastique du premier inhalateur a explosé en éclats blancs, un nuage épais de produit a jailli, remplissant la cuisine de cette odeur médicinale forte que je connais mieux que mon propre parfum. Celui-là, c'était pour toutes les fois où tu as eu un deuxième gâteau d'anniversaire parce que le premier pouvait contenir des noix. Deuxième coup, crac, une autre cartouche s'est rompue, la brume blanche tirant sur le côté et recouvrant le frigo en inox d'une fine couche. Ça, c'était pour toutes les vacances qu'on n'a jamais prises parce que le chalet n'était pas assez adapté à l'asthme de la princesse Camille. Mes bras ont lâché, je me suis effondrée en avant, les paumes claquant le carrelage, essayant de ramper vers n'importe où qui avait de l'air. Le sifflement était constant maintenant, un sifflet terrifiant qui résonnait sur la crédence en carrelage. Lucas a marché autour de moi en un cercle lent, le marteau pendant à son côté. Troisième coup, crac, le médicament a giclé sur le sol comme de la fausse neige. Pour chaque spectacle de l'école que maman a manqué parce que tu as fait une crise la veille, il s'est arrêté devant l'îlot, a sorti son téléphone de sa poche et l'a calé contre la corbeille de fruits pour que la caméra pointe directement sur moi. La lumière rouge a clignoté, l'heure de ta confession.
grande sœur, il a tenu le 4e inhalateur devant l'objectif, dit à la caméra que tu m'as appris à simuler l'asthme pour que j'aie enfin l'attention que je méritais, dis-le clairement et peut-être que je m'arrête à 3. J'ai essayé de secouer la tête, mes lèvres étaient violettes maintenant, je pouvais le sentir, ma langue semblait 3 fois trop grosse, il a attendu 5 secondes complètes, puis a haussé les épaules. 4e coup, crac, le marteau a laissé un éclat dans le granit, la brume blanche a dérivé vers le bas comme un brouillard empoisonné, pour chaque matin de Noël que j'ai passé sur le parking de l'hôpital pendant que tu recevais tes cadeaux livrés dans ta chambre. J'étais à plat sur le sol maintenant, la joue pressée contre le carrelage frais, les ongles griffant inutilement alors que j'essayais de me traîner vers la porte arrière, ma vision pulsait de noir à chaque battement de cœur, Lucas a enjambé mon corps, bloquant la sortie, et a ramassé le 5e inhalateur. Celui-là est pour les 2 ans où j'ai dû faire semblant de mourir juste pour avoir l'impression d'exister dans cette maison, il l'a tenu à quelques centimètres de mon visage, le secouant. Pour que je puisse entendre le liquide remuer à l'intérieur, la dernière dose fonctionnelle de toute la maison. Dis les mots, Camille, j'ai appris à Lucas comment faire semblant d'être malade pour qu'il reçoive de l'amour, dis-le et je te laisse avoir celui-là. J'ai ouvert la bouche, rien n'est sorti à part un râle humide et brisé, des larmes coulaient sur le côté dans mes cheveux, il a soupiré, presque déçu. 5e coup, crac, la cartouche a éclaté juste au-dessus de ma tête, le médicament froid a plu sur mon visage, dans mes yeux, ma bouche ouverte, mais rien n'a atteint mes poumons. Plus qu'un seul, Lucas s'est accroupi à côté de moi, le téléphone enregistrant toujours, et a écarté une mèche de cheveux de mon front comme il le faisait quand on était petit et que je faisais des cauchemars. Tu sais pourquoi est le dernier, a-t-il chuchoté? C'est pour chaque jour où j'ai souhaité que ce soit moi qui ne puisse pas respirer, juste pour que quelqu'un s'en soucie. Il s'est levé lentement, a levé le marteau au-dessus de la dernière cartouche argentée et a regardé droit dans la caméra. Dernier mot, Camille. Mon corps a convulsé avec un dernier sifflement désespéré, la pièce était presque complètement noire maintenant, je pouvais sentir mon cœur bégayer, sauter des battements, abandonné, il a souri du sourire le plus froid et le plus vide que j'ai jamais vu sur un autre être humain, temps écoulé. Le marteau tombait déjà quand la porte arrière a explosé hors de ses gonds, Monsieur Gérard, 68 ans, 110 kilos de muscles de pompier retraité, a traversé l'ouverture comme un bélier, le tuyau d'arrosage était toujours serré dans sa main gauche, pulvérisant de l'eau sur le carrelage alors qu'il chargeait, il était dehors en train d'arroser ses rosiers à 6h30 du matin quand le son l'a frappé, un long sifflement désespéré et inhumain qui a traversé la fenêtre ouverte de la cuisine, suivi par le martèlement faible et frénétique d'une paume contre la vitre. Il a lâché le tuyau, a sauté par-dessus la petite clôture entre nos jardins et a frappé la porte arrière verrouillée d'un coup de pied parfaitement placé, le bois a éclaté, le verrou a été arraché net du cadre, Gérard a analysé la scène en un battement de cœur, moi effondré sur le sol, la peau couleur de cendre, lèvres violettes, yeux révulsés, Lucas debout au-dessus de moi avec le marteau levé pour le coup final, 6 inhalateurs détruits laissant échapper des nuages blancs sur le granit. Comme de la neige chimique. Lâche le marteau. Tout de suite, l'ordre a claqué comme un coup de feu, 30 ans à courir dans des bâtiments en feu vivaient encore dans cette voie, le marteau a cliqueté sur le sol, Gérard était à genoux à côté de moi en moins de 2 secondes, ses mains énormes ont basculé ma tête en arrière, dégagé mes voies respiratoires, scellé sa bouche sur la mienne, il a donné 2 fortes insufflations, ma poitrine se soulevant sous ses paumes, puis a vérifié le pouls avec 2 doigts contre mon cou. Faible et filant, allez Camille, bats-toi pour moi. Il a commencé le rythme complet du massage cardiaque, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, ses genoux craquaient contre le carrelage dur mais il n'a jamais ralenti, entre les cycles, il a sorti son téléphone, mis le haut-parleur et a aboyé l'adresse et la situation au SAMU si clairement que le régulateur avait tout en 10 secondes, femme de 21 ans, privation intentionnelle de médicaments de secours, asthme sévère, cyanose, inconsciente, besoin VSAV et police en urgence absolue au 14 rue des Mésanges, suspect toujours sur place. Les sirènes hurlaient déjà en se rapprochant, la caserne des pompiers n'est qu'à 6 minutes les mauvais jours, ce n'était pas un mauvais jour. La première patrouille de police a fait irruption par la porte détruite 4 minutes et demie plus tard, arme au poing, 2 pompiers de la caserne ont suivi avec le sac médical et le brancard. Gérard n'a jamais arrêté les compressions jusqu'à ce que le médecin lui tape sur l'épaule et prenne le relais pour les voies respiratoires, ils m'ont plaqué un masque à haute concentration sur le visage, monté l'oxygène à 15 litres,
commencer un aérosol en continu et injecter de l'adrénaline pendant qu'un autre pompier me posait une voie veineuse. De l'autre côté de la cuisine, les policiers avaient Lucas face contre terre sur le carrelage, un genou dans le dos, les menottes se serrant autour de ses poignets, le dernier inhalateur intact a roulé hors de sa main et s'est arrêté en tournoyant contre mon pied nu. Vous avez le droit de garder le silence. Lucas n'a pas dit un mot, a juste fixé le sol pendant qu'il le relevait. Gérard est resté juste à mes côtés, tenant ma main tout le temps qu'il travaillait sur moi. Il continuait de parler bas et régulier. Tu es en sécurité maintenant, gamine. Respire avec le masque, je te tiens, tu ne vas nulle part. Ils m'ont soulevé sur le brancard, m'ont attaché, m'ont roulé dehors devant la porte détruite et le tuyau d'arrosage abandonné qui arrosait toujours l'allée. Le soleil du matin se levait juste, brillant et chaud alors qu'il me chargeait dans l'ambulance. Gérard est monté avec l'équipe, son ancienne caserne, et a maintenu le masque à oxygène en place tout le trajet. Gyrophares et sirènes hurlantes pendant les 10 kilomètres jusqu'à l'hôpital universitaire. J'ai fait un arrêt cardiaque une fois dans le véhicule, ils m'ont choqué pour me ramener. 48 heures plus tard, je me suis réveillée en réanimation avec un tube respiratoire dans la gorge et des machines faisant le travail que mes poumons ne pouvaient pas faire. Maman était recroquevillée sur la chaise dans le coin, endormie, papa était debout à la fenêtre, les épaules tremblantes. Quand ils ont finalement retiré le tube le lendemain matin, les mots exacts du médecin ont été « 2 minutes de plus sans intervention et on la perdait ». Lucas n'a jamais vu la lumière du jour cette semaine-là, ils l'ont gardé en détention provisoire jusqu'à ce que le procureur décide de le poursuivre comme un adulte. Gérard s'est assis avec mes parents chaque jour, j'étais sous sédatif, il a apporté du café à maman, a dit à papa que ce n'était pas leur faute et m'a promis quand j'ai pu enfin entendre à nouveau qu'il n'irait nulle part jusqu'à ce que je sorte de cet hôpital sur mes 2 pieds, il a tenu cette promesse. Aujourd'hui c'était l'audience préliminaire au tribunal judiciaire, je suis entrée sur mes propres pieds, portant encore les légers bleus du massage cardiaque, goûtant encore la ventoline à chaque fois que j'avalais, maman tenait un bras, papa l'autre, Sarah et monsieur Gérard étaient assis juste derrière nous dans la salle. Lucas était déjà au banc des accusés dans une combinaison orange, de taille trop grande, les chevilles entravées, fixant le sol, le procureur a exposé les faits froidement, un chef d'accusation pour violence volontaire avec arme par destination, l'arme n'était pas le marteau, c'était le retrait et la destruction délibérée de médicaments vitaux d'une personne connue pour en être dépendante. En France, c'est jugé aussi sévèrement que de braquer une arme chargée. Ils ont diffusé les images de la caméra du téléphone en plein tribunal, 65 pouces de Lucas alignant mes inhalateurs, balançant le marteau, disant à la caméra que je lui avais appris à simuler l'asthme pendant que je devenais bleu sur le sol de la cuisine. Le juge n'a jamais scié mais la moitié de la salle a haleté à voix haute. L'avocat commis d'office de Lucas a essayé l'angle de l'ado perturbé, enfance difficile, sentiment de négligence, appel à l'aide, le procureur a contré avec l'appel au 15, les inhalateurs détruits, le fait qu'il ait enregistré toute la chose pour avoir une preuve, le juge a pris moins de 10 minutes. 5 ans de prison dont 3 avec sursis et mise à l'épreuve, obligation de soins psychiatriques, 500 heures de travaux d'intérêt général et une interdiction définitive de contact, toute violation est tue. Par en prison ferme pour la totalité de la peine, Claire ? Lucas a hoché la tête, il a finalement levé les yeux quand ils m'ont appelé à la barre pour la déclaration de la victime, je me suis avancée, les mains tremblantes, et j'ai dit les seuls mots que j'avais préparés. Tu as cessé d'être mon frère au moment où tu as décidé que mon dernier souffle était ta vengeance. À partir de ce jour, tu n'as pas de sœur et je n'ai pas de frère. C'est pour toujours. Je n'ai pas attendu sa réaction, je me suis tournée et j'ai marché vers ma famille. Ce même après-midi, papa a engagé un serrurier, chaque porte, chaque fenêtre, chaque portail a reçu de nouvelles serrures de sécurité, maman a supprimé le numéro de Lucas, l'a bloqué sur toutes les plateformes, l'a effacé de tous les clouds de photos de famille, on a décroché les photos encadrées des murs et on les a mises face contre terre dans un carton au grenier, au coucher du soleil, il n'y avait plus aucune trace qu'il ait jamais vécu dans cette maison. 2 semaines plus tard, l'ordonnance de protection est arrivée par la poste, Lucas Carter est légalement interdit d'approcher à moins de 500 mètres de moi, de mes parents, de Sarah ou de monsieur Gérard pour le reste de sa vie, une violation est un nouveau délit. Son conseiller d'insertion à l'adresse de la maison qu'il ne pourra plus jamais approcher, je garde toujours cet inhalateur maintenant au lieu de 6, un dans chaque pièce, un dans la voiture, un sur moi à tout moment, je me réveille encore certaines nuits en cherchant la table de nuit,
le cœur battant avant de me rappeler que je suis en sécurité. Lucas vit quelque part à l'autre bout de la ville chez un cousin qui l'a accueilli, je ne connais pas l'adresse et je ne veux jamais la connaître. La jalousie laissée sans contrôle peut transformer la personne qui partageait autrefois votre sang en la plus grande menace que vous affronterez jamais. Si quelqu'un dans votre vie cache vos médicaments, détruit vos affaires ou vous blesse pour se sentir important, s'il vous plaît, dites-le à quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. Vous méritez de respirer, vous méritez de vivre. C'est la fin de mon histoire avec Lucas, il n'est plus mon frère et je suis enfin vraiment libre.